Bonjour à tous nos chers auditeurs et auditrices et bienvenue à la face cachée de l'uniforme, le balado qui vous dévoile l'univers fascinant des sciences infirmières. Nous découvrirons la profession sous toutes ses coutures car, bien que tous les infirmiers et infirmières endossent l'uniforme, tous et toutes ne font pas la même chose. Sans plus tarder, je vous présente nos invités d'aujourd'hui, Laurence Godbout, future infirmière clinicienne, ainsi que Dimitri Letourneau, professeur adjoint à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Bonjour à vous deux. Bonjour. À toi. Vous allez bien? Oui. Toi? Oui, merci. Oui. Très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui parce que cet épisode-là, on va se plonger un peu plus dans vos expériences, vos perceptions, votre vision de la profession. Donc, dans un premier temps, si vous pouviez vous présenter brièvement ainsi que votre parcours. Je vais commencer. Je m'appelle Dimitri Letourneau. Je suis professeur adjoint à la Faculté des sciences infirmières depuis 2020. J'ai fait mon bac, j'ai fait toutes mes études à la faculté, bac jusqu'au doctorat. Quand j'ai diplômé de mes études de premier cycle en 2011, j'ai commencé à travailler à l'hôpital général juif. OK. Pendant toutes mes études supérieures jusqu'à temps que j'aille mon poste comme professeur adjoint en 2020, fait qu'environ 10 ans de pratique clinique. J'étais sur une unité à visée principalement chirurgicale, toutes les chirurgies digestives, la chirurgie générale. Mais il y avait aussi beaucoup de soins palliatifs sur mon unité, notamment chez la clientèle féminine qui a des cancers gynécologiques. Clientèle que j'ai beaucoup apprivoisée et affectionnée à travers mes années. Et c'est ça. Ça, c'est sur le plan clinique. Sur le plan plus, je dirais, enseignement, j'ai commencé à enseigner très rapidement, depuis 2012. Beaucoup les cours de première année de formation, je les ai donnés à de nombreuses reprises. Quelques en deuxième puis en troisième année, mais beaucoup plus une concentration de première année. Fait que moi, j'ai start. C'est ça pas mal mon expertise dans l'enseignement. J'ai start. Puis ça fait la cassure beaucoup vis-à-vis les attentes puis les a priori qu'ils ont quand ils arrivent dans le programme. Et c'est ça. Puis moi, en recherche, je m'intéresse beaucoup parce que là, vu que je suis prof, il n'y a pas juste l'enseignement, il y a la recherche aussi. Je m'intéresse beaucoup à comment les étudiantes puis les infirmières apprennent à humaniser les soins. Comment ils gardent ça dans la pratique malgré toutes les contraintes X, Y, Z auxquelles elles font face. Alors, c'est un peu mon pédigree en 3, Très intéressant. Minutes. Et bonjour, Laurence. Bonjour. Moi, je suis présentement à ma 3e année au bac initial à la faculté ici à l'UDM. Dans mon premier cours, j'avais eu Monsieur Letourneau ici avec nous qui m'a starté. C'est mon bac. Puis, j'ai survécu. J'ai réussi à faire le reste. Donc, c'est sûr que pour moi, je suis vraiment encore au début de mon parcours, mais j'ai vraiment apprécié explorer pendant mon bac à travers les stages, à travers les cours. Puis ça me permet de définir un peu qu'est-ce que je recherche, qu'est-ce que j'aime. J'ai beaucoup aimé les patients quand même, tu sais, médecine. J'ai travaillé aussi en pneumologie pendant la COVID. Fait que, tu sais, j'ai pu voir la réalité quand même en face, là. Puis les soins critiques, tous les patients sont très complexes. Puis j'aime beaucoup, je suis très curieuse, j'aime beaucoup apprendre, puis dans le fond, développer mes connaissances en tant qu'infirmière là, pendant mon parcours. Ouais. Fort intéressant. OK, avec tout ce bagage-là que vous avez, moi, je serais curieuse de savoir c'est quoi qui vous a initialement attiré par cette profession-là? Qu'est-ce qui a fait le petit déclic? Veux-tu y aller, Laurence? Oui, je peux y aller. Dans le fond, moi, quand j'étais au cégep, j'étais en sciences de la santé. Je savais que je voulais me diriger dans une profession de la santé, mais j'étais pas certaine encore. Il y a beaucoup de choix, c'est très différent. Fait que c'est vraiment en faisant mes recherches, en consultant des gens dans mon entourage qui faisaient différents métiers, puis en leur parlant, puis en étant comme « Hey, raconte-moi ta journée, comment ça se passe, toi? » Puis, dans le fond, des infirmières de mon entourage, ils me racontaient, puis ça a comme vraiment fait un déclic. Comme dans ma tête, je vais « OK, là, c'est ça que je veux faire vraiment. » C'est ça qui me ressemble aussi, parce que j'aimais beaucoup qu'il y avait les connaissances scientifiques qui devaient être très analytiques, mais en même temps, c'est tellement un professionnel qui est proche du patient que ça m'a tout de suite attirée. Puis aussi, je sais, tu sais, en le découvrant dans mon parcours aussi, il y a tellement de portes qui s'ouvrent pour les infirmières, là. On peut vraiment changer d'idée au cours de notre carrière, puis aller se spécialiser dans vraiment des milieux de soins différents en recherche comme toi,
Puis ça aussi, que j'aime ça, explorer différentes choses. Fait que je me suis dit, je vais pouvoir changer d'idée si jamais maintenant j'aime pas ce que je fais. Intéressant. Fait que c'est un alliage, dans le fond, entre le côté scientifique, humain, puis de grandes possibilités de carrière. Ouais, exactement. Moi, j'avais peur d'être prise, puis de, mettons, choisir quelque chose, puis de me tanner, puis de plus vouloir le faire. Mais là, je me dis, il y a tellement de choix que je me tannerai jamais. Ouais. C'est tellement vrai, ça. Moi aussi, ça ressemble beaucoup à l'histoire de Laurence. J'étais au cégep, puis je vivais une grande période d'adversité, puis dans les gens, pas dans ma famille, mais comme dans mon cercle social, il y a eu 2 personnes qui ont été importantes dans cette période, c'est des infirmières. OK. Puis j'étais moi aussi en sciences de la santé et je savais depuis très jeune que je voulais être dans le domaine de la santé, entre guillemets, mais je savais pas exactement quoi. Et je suis allé voir, là j'ai pas le titre exact, mais la personne qui nous oriente, là, les orienteurs X, Y, Z, là. Et j'ai fait les tests psychométriques pour voir qu'est-ce qui fitterait là, selon mes caractéristiques. Puis les 2 professions qui sont sorties en haut de la liste, c'était ou bien infirmier ou bien psychologue. OK. Puis parce que les 2 personnes qui avaient été significatives dans la période d'adversité étaient infirmières, ça a été comme ça que mon choix s'est fait. OK, intéressant. Fait que je me suis inscrit, ça a été un début plus difficile, mais j'ai fini par perdurer, puis je suis resté. Puis j'ai fait toutes mes études. Fait que ça a été comme ça que je suis arrivé en sciences infirmières. Et même devenu professeur en plus. Oui, c'est ça. Ça a été... je pensais pas au départ. Puis, un moment donné, je me suis rendu compte que comment je pourrais dire ça? Que j'étais plus intelligent que je pensais. Je vais dire ça comme ça. OK. Je vais le dire comme ça vient. Et là, j'ai réalisé que j'avais du potentiel. Puis que j'aimais beaucoup le côté scientifique et j'ai commencé par une maîtrise. C'est pour commencer, pour voir comment j'allais miser, parce que c'est pas pantoute pareil les études supérieures puis les études de premier cycle. Les études de premier cycle préparent beaucoup, surtout à la pratique professionnelle d'une infirmière. Les études supérieures, c'est un autre game, là. Puis c'est ça, j'ai commencé à la maîtrise, puis j'ai fait un passage accéléré au doctorat après. Donc ça a été ça qui m'a amené en sciences infirmières. Puis à travers toutes ces années-là de pratique, on va dire, est-ce que tu as remarqué une évolution dans la profession? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont changé significativement? Qui ont changé. Je dirais qu'il y a une tendance, en tout cas que j'observe, à essayer de décentraliser la pratique infirmière de l'hôpital. Je pense qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait au terme d'organismes. Je pense à notre ordre professionnel pour montrer les différentes facettes de notre profession parce que dans la société en général, les gens pensent à une infirmière à l'hôpital. C'est correct parce que c'est vrai qu'il y en a une grande proportion qui œuvre à l'hôpital. Mais comme Laurence l'a dit tantôt, être infirmière, il y en a partout dans la société. Il y en a beaucoup en communautaire. Et ça l'a beaucoup, je trouve, été mis de l'avant en tout cas, depuis que moi je suis diplômée, je le vois beaucoup plus. L'accès au réseau de la santé, par l'usage, pas l'usage, la mise à profit des compétences des infirmières pour aider la population à avoir accès au réseau de la santé, ça je le vois plus qu'avant. OK. On pense au GMF, au CLSC, Centre GMF. Oui, c'est ça, j'allais dire GMF, groupe de médecine de famille. Parfait, merci. Les genres de polycliniques là, que peut-être des personnes d'une autre génération appelleraient. Ça, oui. Ça on le voit beaucoup plus, je trouve. Ouais. Même moi, au début de mon parcours, je pensais pas que ça existait des infirmières avec des doctorats puis qui faisaient des thèses puis des mémoires. Genre, j'avais vraiment pas cette image-là. Puis c'est vraiment, puis je pense que c'est la population en général non plus, là. Puis c'est vraiment au fil des études qu'on apprend, puis j'ai l'impression que c'est vraiment un côté méconnu qu'il faudrait plus mettre de l'avant parce que les infirmières qui font des études supérieures, ils améliorent tout ce qui est la pratique au milieu, au quotidien pour les patients, mais c'est comme pas vu, on dirait, là. Je sais pas si, tu sais, de ton côté, comment que tu perçois ça? Moi, je trouve que ça, ça nous revient un peu à nous comme profession, de nous faire connaître et de nous faire comprendre, et on n'est pas toujours habile
comme profession pour faire comprendre à la population ce qu'on est capable de faire malgré nos grandes études. Mais il y a aussi un rôle qui revient, une responsabilité qui revient à la société aussi, aux médias qui perpétue, disons, des croyances sur c'est quoi la profession infirmière. En effet. Il suffit d'écouter la télé. Il y a une quotidienne qui joue régulièrement, hein, c'est ça. Puis il y a des infirmières et bien que c'est mieux que d'autres émissions que j'ai déjà écoutées quand moi j'étais au baccalauréat, il y a bientôt plus de 15 ans, parfois c'est ça, c'est limitatif sur le rôle réel puis l'étendue des connaissances qui sont requises puis de la compétence qu'il faut avoir pour exercer de manière sécuritaire comme infirmière. Donc, qu'est-ce que vous direz qui est le plus mal compris? Quel est le champ de pratique ou l'expertise que vous avez qui est le plus méconnu, qui reste encore de l'ordre du mythe presque? Je dirais peut-être pas un domaine en particulier, mais je dirais l'autonomie. Okay. Je pense que ça demeure foncièrement ancré qu'il y a une dépendance presque directe de nos collègues médecins. OK. Puis c'est pas pour... tu sais, on collabore avec nos collègues médecins. Mm-hmm. C'est vrai qu'il y a des ordonnances médicales, la loi est faite ainsi. Mon Dieu, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait en toute autonomie comme infirmière et qu'on est capable et qu'on a la formation requise pour le faire. Et ça demeure quelque chose qui, à mon sens, demeure mal compris. Je sais pas, Laurence. Non, c'est ça que j'allais dire aussi. Puis, tu sais, dans le fond, oui, le médecin, il est là, puis on travaille en équipe, mais on a vraiment, tu sais, notre rôle à nous d'assurer la sécurité du patient, comme on avait déjà discuté. Puis, c'est nous, tu sais, on va prendre toutes les informations qu'on récolte, puis après ça, on va effectuer notre raisonnement clinique, puis consulter nos médecins, puis, OK, établir un plan ensemble. Genre, c'est la pratique idéale, là, on dirait. Là. Ouais. Mais même des fois, c'est pas toujours nécessaire d'aller consulter. On est capable de gérer bien des situations seules qui nécessitent pas une attention médicale immédiate, là. Donc, mais ça, dans la tête des gens, puis même les étudiants qui arrivent en sciences infirmières, dans un des premiers cours cliniques qui est offert au baccalauréat, dont j'ai la responsabilité, sont parfois étonnés du genre de décision qu'une infirmière doit prendre parce qu'ils ont l'impression que il faut demander au médecin pour faire ça. Je suis comme, mais pourquoi qu'il faut demander au médecin si vous avez la connaissance requise pour ça? Puis la loi vous permet aussi de prendre des décisions. Tu sais, je veux dire, on a des activités réservées selon le cadre législatif au Québec. Toutes ces activités-là qui nous reviennent ne sont pas toutes dépendantes du médecin. C'est pas toutes des activités qui nous sont prêtées par les médecins, des activités qui nous appartiennent comme infirmières. Bien sûr, il y en a d'autres ça exige, comme je l'ai dit tantôt, des ordonnances médicales, fine, mais il y a beaucoup de choses qu'une infirmière est capable de faire sans avoir besoin d'ordonnance médicale. Puis, dans votre pratique, parce que bon, là, on parle quand même aussi beaucoup de l'avancement des technologies, est-ce que c'est quelque chose qui a changé la pratique infirmière ou qui change la façon dont vous exercez votre autonomie? Est-ce qu'il y a des nouvelles technologies qui sont venues bouleverser certaines façons de faire? Bien, je vais en parler peut-être d'un point de vue plus de formation infirmière, parce que de la technologie, il y en a toujours eu dans les milieux cliniques, là. Mais en formation, ce que moi j'ai observé, mettons, depuis 15 ans, là, je pense à mon propre parcours, on commençait, là, quand j'allais diplômer, à utiliser des mannequins, là, qu'on dit très fidèles à la réalité, qui sont un peu fancy puis qui peuvent faire toutes sortes d'affaires, là, respirer, mal aller, là. Saigner, oui, ils font la totale. Tu sais, le but, c'est de rendre ça le plus réaliste possible, mais dans un contexte d'apprentissage sécuritaire, entre guillemets, parce que c'est pas une vraie personne. Ça, c'est, on le voit que ça prend de l'ampleur et même l'ajout de la réalité virtuelle. Moi, j'en ai pas eu de réalité virtuelle dans mes études il y a c'est ça, 15 ans. Et je suis allé en conférence, ça va faire une couple d'années déjà, là, peut-être, je sais plus trop, c'était avant la COVID, fait qu'au moins 4 ans comme faut, avant que toutes les conférences soient mises en ligne. Bon, moi, je m'intéresse beaucoup à l'humanisation de ça, puis il y avait une chercheuse qui présentait un projet de recherche qu'elle avait utilisé un casque de réalité virtuelle. On peut le faire avec un téléphone maintenant. Il y a des façons de faire ça sans payer la grosse patente qui coûte une fortune, là, parce que c'est un enjeu en formation quand acheter des bébelles qui coûtent cher.
Et il y avait un scénario qui avait été fait du point de vue visuel d'une personne qui avait un trouble neurocognitif type Alzheimer. OK. Et la personne devait marcher dans la rue et là, on voyait toutes pas les hallucinations, mais les illusions visuelles que la personne faisait. Puis là, elle se perdait, puis là, elle perdait ses repères, puis là, elle cherchait son fils. Puis ça a été fait pour conscientiser les étudiantes puis les étudiants de baccalauréat à être plus empathiques avec ces personnes-là. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve j'en ai vu d'autres articles qui ont été publiés sur l'usage de la technologie. On n'aurait pas pensé à la base que... Si on parle humanisé, c'est très humain, technologique. Le premier réflexe que les gens restent, c'est comme, ben là, c'est comme deux choses. C'est ça peut pas être conjugué ensemble. Oui, ça, oui. Fait que ça, je trouve que ça l'a changé beaucoup en 15 ans. Fort intéressant. Ouais. Toi, dans ta formation actuelle. Oui, mais moi aussi, je l'ai vécu. Puis, tu sais, oui, on parle d'humaniser les technologies, mais aussi, j'ai fait des simulations que c'est un peu comme des jeux à l'ordinateur. Fait que ça permettait de vraiment apprendre la base de prioriser les soins, choisir les bonnes interventions. Tu sais, c'était vraiment une simulation. Fait qu'on avait notre patient à l'écran, puis là, on lui posait des questions, puis il y avait comme il nous répondait, puis on avait des choix qu'on pouvait sélectionner. OK, je vais prendre ses signes vitaux ou je vais changer son pansement. Fait que, tu sais, c'est une façon ludique d'apprendre. Ça enlève tout le stress d'être face à face à une vraie personne, tu sais, pour les étudiants. Puis ça nous pratique à utiliser notre raisonnement, dire c'est quoi la meilleure chose à faire en ce moment pour ce patient-là. Puis comme ça, quand on arrive sur les milieux, ben on a déjà une petite base, des petits repères même si c'est un jeu là à l'ordinateur là, ça peut être j'ai trouvé que c'était vraiment une belle façon d'apprendre puis de un peu changer de la routine de, tu sais, oui, sur le mannequin, OK, on apprend. Okay, on ausculte notre collègue là, avec notre stéthoscope. C'est vraiment le fun, mais tu sais, des fois, juste changer la routine là, avec la technologie, là, c'était vraiment apprécié dans la formation. Ouais. Ah, moi, j'avais pas ça. Il y a des ajouts, il y a des ajouts. Ben oui, il y a des changements. C'est ça, c'est la beauté des avancées technologiques. Ouais. Ben dans le fond, j'aurais bien aimé continuer à discuter avec vous de tous ces éléments-là fort intéressants, mais on arrive déjà à la fin de notre émission. Donc, je tenais à vous remercier d'avoir été des nôtres aujourd'hui et à tous ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas de partager le balado et d'ici là, prenez soin de vous. Merci. Merci.